Beaucoup de monde trouve que le pire moment d'Interstellar est la conversation sur l'amour, à laquelle on reproche de ne pas faire sens avec le reste du film, et d'être seulement un moyen de créer un faux conflit et faire avancer les personnages à moindre coût. De mémoire, le seul équivalent dans un film auquel je pense, c'est le Martha de Batman vs Superman. Et si je peux comprendre la réaction dans ce second cas, à mon avis, les gens sont trop durs avec Interstellar. Est-ce que cela aurait pu être mieux écrit ? Peut-être. Mais beaucoup croient que cet élément arrive de nulle part, et c'est à mon sens une incompréhension partielle du film. On va tirer jusqu'au bout la ficelle de ce thème essentiel pour Nolan, et arriver à quelque chose d'inattendu, l'existence d'un fils caché de Cooper. Nolan a tendance à montrer la réponse à la question centrale de son film dans les premières scènes, et ça ne rate pas dans Interstellar. Murphy dit qu'elle pensait que son père était le fantôme dans sa chambre. I thought you were the ghost. No such thing as ghost, babe. Alors que plus tard, son père dit qu'une fois qu'on devient parent, on est le fantôme du futur de ses enfants. Once you're a parent, you're the ghost of your children's future. Peut-être que ce passage est trop subtil par rapport à d'autres passages qui disent trop clairement quel est le message, comme celui de l'amour, mais on ne peut certainement pas dire que cette idée de l'amour qui franchit nos limites physiques actuelles vient de nulle part dans le film. Avant de voir toutes les scènes qui répondent avant ou après dans le film, commençons par nous intéresser à cette discussion en question entre Cooper, Romilly et Brandt lorsqu'ils cherchent à savoir quelle est la meilleure planète vers laquelle aller. Brand est amoureuse d'Edmunds, qui est parti en éclaireur, et Cooper dit que c'est pour cela qu'elle veut choisir sa planète. Elle dit notamment qu'ils ont peut-être consacré trop de temps à chercher à résoudre leurs problèmes avec des choses qu'ils pouvaient comprendre, et qu'il était peut-être temps de faire confiance à l'amour, une chose qu'ils ne pouvaient pas complètement comprendre, mais dont ils faisaient l'expérience. But maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. When I say that love isn't something we invented, it's observable, powerful. It has to mean something. Son père a consacré une part conséquente de la fin de sa vie à l'équation de gravité, et elle dit qu'il avait peut-être tort. Elle a raison dans le fond, car cette équation ne pouvait pas être résolue sans le sacrifice de Cooper, un sacrifice fait par amour, sur lequel on reviendra évidemment. Il y a toutefois une certaine ironie au fait que ce soit l'amour que lui portait son père, qui l'a envoyé sur ce périple qui était un mensonge, mais qui, d'un autre côté, s'est avéré la solution nécessaire à la résolution de l'équation. Même le professeur Brandt, qui cherchait à sauver l'humanité en étant le plus rationnel possible, a participé à la sauver grâce à l'amour qu'il portait pour sa fille. Au cours de cette conversation, Cooper dit que l'amour a un but social, de reproduction et de communion, mais que la science est objective. Il ne saura toutefois pas quoi rétorquer à la première réponse de Brandt. Pourquoi continue-t-on à aimer des personnes décédées ? Aucun des buts qu'il a précédemment évoqués ne permet de justifier cela. Love has meaning, yes. Social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. Et alors qu'elle tenait un argument aux yeux de Cooper, c'est à ce moment qu'elle se tire une balle dans le pied en admettant qu'elle veut revoir Edmunds. Cooper parvient cette fois à lui envoyer un argument auquel elle n'a aucune réponse. Ils partent alors vers la planète de Mann, ce qui causera la mort de Romilly et Mann, puis en conséquence, la perte de Cooper et Tars. C'est ce passage qui est le plus attaqué et décrié dans le film, et je pense que c'est exagéré. Il n'est peut-être pas parfaitement amené, et la défense à base de pouvoir de l'amour peut être un peu gênante, mais c'est à mon sens là le but de l'art, nous pousser dans des retranchements dont on a moins l'habitude. Parce que là où le pouvoir de l'amitié ou de l'amour est souvent présenté dans un simple surpassement de soi, dans lequel on peut certes se reconnaître, mais qui est vu et revu,
Ici, Interstellar propose une approche différente où ce pouvoir ne se retranscrit pas physiquement, mais intellectuellement, certains diront même spirituellement. Plus le temps passe, et plus je trouve ce questionnement intéressant. Nolan a proposé ici quelque chose de personnel et intime, à une époque où le cinéma de science-fiction, mais aussi les œuvres grand public, au-delà même du cinéma, poussaient davantage vers un cynisme extrême, où rien ne pouvait être réellement positif. Preuve qu'il s'agit bien d'une volonté de Nolan, même si cela n'est pas forcément évident au premier visionnage, cette conversation était en réalité la seconde partie d'une trinité de conversations qui se conclut avec le trou noir. La première partie se situait juste après l'arrivée sur la première planète. Is there any possibility? I don't know, some clever way we could maybe, jump in a black hole, gain back the years. Don't shake your head at me. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. It just can't, right? The only thing that can move across dimensions like time is gravity. En effet, juste après avoir été frappé par la vague sur la planète de Miller, Cooper et Brand ont une discussion au cours de laquelle ils lui demandent s'ils peuvent se jeter dans un trou noir et récupérer du temps par rapport à la Terre, car il réalise qu'il va perdre des années de vie avec ses enfants. L'amour que Cooper leur porte supplante alors toute pensée rationnelle. Cooper pilotait des vaisseaux spatiaux, comment pourrait-il ignorer des considérations physiques que même moi je suis à peu près capable de comprendre? On ne remarque pas au premier visionnage ce changement drastique de position, mais souvenez-vous de ce que chaque partie défendait dans la seconde conversation qu'on a évoquée un peu plus tôt. Il s'agit peut-être là d'une occasion manquée pour Brand, qui aurait pu être plus compréhensive avec Cooper et avoir plus de chances de voir ses arguments fonctionner dans une future conversation. Au lieu de cela, elle donne une explication sur laquelle elle essaiera partiellement de revenir ensuite, le fait que seule la gravité interagit avec les dimensions. Un autre élément très important est évoqué pendant qu'ils sont tous les deux. Cooper dit à Amelia que quand on est un parent, on veut que ses enfants se sentent à l'abri et que s'il faut pour cela leur mentir un peu, c'est un moindre mal. No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. S'il a décidé de laisser ses enfants derrière lui, c'est parce qu'il pense qu'il peut ainsi leur accorder une meilleure chance de survie, préférer ne pas leur dire que leur monde était proche de l'extinction, afin qu'ils se sentent en sécurité. Ironiquement, alors que lui justifie qu'il ait menti à Murphy, il illustre absolument la situation d'Amelia, à qui son père a menti en lui laissant penser qu'il y avait une chance de sauver la Terre s'il résolvait l'équation. Brand voulait en réalité s'assurer que sa fille survive en l'envoyant sur une autre planète, et il était prêt à mentir à la Terre entière et être haï par tous pour cela. Sans être cette fois évoquée explicitement, cette question de l'amour revient lorsque Cooper, Brand et Tars doivent trouver un moyen de rejoindre la planète Dead Moons. Cooper va faire croire à Brand qu'ils ont assez de carburant pour s'échapper de l'attraction de Gargantua, alors qu'il est nécessaire que Tars et lui soient éjectés du vaisseau pour qu'elle puisse atteindre la planète Dead Moons. Il y a ici 3 éléments à relier. Les 2 premiers sont assez évidents. D'abord, c'est l'amour de Cooper pour ses enfants qui fait qu'il décide de se jeter dans le trou noir. S'il peut leur donner une chance supplémentaire d'obtenir les données qui leur permettront de résoudre l'équation de gravité, alors il est prêt à se sacrifier et ne plus les revoir. Le second élément est implicite mais clair aux yeux de tout le monde. Les épreuves qu'Amelia et Cooper ont traversées ensemble ont fait naître quelque chose entre eux, et son sacrifice est aussi certainement motivé par les sentiments qu'il a pour Amelia, qu'il appelle d'ailleurs pour la première fois par son prénom au moment où il procède à l'éjection du véhicule, alors qu'il l'appelait jusque-là toujours Dr. Brand. Mais c'est surtout le 3e élément qui vient défendre l'hypothèse de l'amour, présentée plutôt par le Dr. Brand et soutenue par le film. Ce 3e élément, c'est le fait que le sacrifice de Cooper, qui est motivé par l'amour qu'il porte à d'autres humains, va lui permettre de rejoindre à chaque fois les gens pour lesquels il s'est sacrifié. D'abord en pouvant rejoindre l'humanité sur la station Cooper, ensuite en pouvant rejoindre Amelia sur la planète Dead Moons. Et cette situation conclut la trinité de conversations présentée par Nolan, où Cooper aura d'abord pensé à l'amour pour ses enfants, avant toute rationalité, et se sera confronté au pragmatisme de Brand,
avant que les rôles ne s'inversent dans la seconde conversation. Finalement, les deux se sont retrouvés dans la troisième partie sur une position relativement rationnelle, mais aussi empreinte de tous les amours qu'ils partagent. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, pour en arriver là, de nombreux mensonges ont été proférés par les différents personnages. Mais dans Interstellar, aussi terribles que puissent être les conséquences potentielles de ces mensonges, ils sont tous faits par amour afin de protéger une ou des personnes proches. Et c'est ce qui nous amène au cœur du message de Nolan, avec la possibilité que l'amour puisse traverser les dimensions de l'espace et du temps, illustré à travers une réalité concrète, les générations d'une même famille. Et si je suis parvenu à développer ces idées et celles qui sont à venir d'ici la fin de la vidéo, c'est parce que je peux compter sur le soutien financier de plusieurs d'entre vous, notamment sur Patreon et YouTube. Tous ces soutiens ont accès en avance à tous les contenus de la chaîne, et si vous ne le voyez peut-être pas au premier abord, réaliser une première publication et avoir des retours dessus me permet de réfléchir davantage, voire des fois même de voir des points problématiques dans mes propositions et faire des modifications. En plus de l'avant-première, je leur donne accès à du contenu supplémentaire que je ne pourrais tout simplement pas proposer sur YouTube où il est difficile de faire des expérimentations, tant cela peut être puni. Ça me permet de proposer des réflexions plus originales sans craindre des conséquences négatives, ni les commentaires de mauvaise foi que ramène parfois l'algorithme. Le but de cette chaîne a toujours été d'avoir un échange constructif, et il est clair que dans un contexte plus privé comme Patreon, il est plus simple de laisser cours à mes pensées. Généralement, on reste sur d'assez gros posts de la forme de ce que je posterai ici, mais je commence à expérimenter avec d'autres choses comme des retours sur d'anciennes vidéos, par exemple celle sur la fertilité et Thanos, qui aurait grandement bénéficié d'être d'abord postée sur Patreon, et les membres YouTube avant de l'être sur YouTube afin d'avoir quelques retours. On commence également à mettre en place un retour mensuel sur l'actualité de l'intelligence artificielle, parce que je fais de toute façon déjà ce travail pour moi, et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que je peux vous partager là-dessus. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sujet que j'avais déjà effleuré par le passé, mais sur lequel je compte revenir car il est vraiment extrêmement important et je suis convaincu que vous pouvez apprendre beaucoup. Si vous souhaitez avoir accès à tout ça et me soutenir, vous pouvez nous rejoindre à partir de 2 € par mois. La meilleure plateforme en termes d'expérience utilisateur, c'est Patreon. YouTube limite davantage le format de publication et prend une part plus importante de votre soutien, mais si vous préférez me soutenir sur YouTube, je vous en laisse l'opportunité. Évidemment, dans tous les cas, il n'y aura pas de publicité si vous me soutenez. Cela fait maintenant plus de 6 mois que j'ai mis ça en place et j'espère que ça va devenir au fur et à mesure un pilier de la chaîne, non seulement pour les avantages que j'ai évoqués plus haut, mais également parce que ça me permet de réduire la dépendance à d'autres sources de revenus, comme les partenariats dont je suis pas vraiment fan et vous voyez d'ailleurs que j'en fais très peu. J'espère que vous nous rejoindrez bientôt, et maintenant, on peut revenir à la vidéo. Si le cœur de l'œuvre de Nolan est le lien qui unit Cooper et Murph, plus que tous les autres membres de la famille, il ne considère pas pour autant que cela signifie qu'il n'y a pas d'évolution entre les générations. C'est clair dès les passages sur le fantôme, où Cooper dit que les parents sont le fantôme du futur de leurs enfants. Dans la culture populaire, un fantôme n'est qu'une image floue et transparente d'un état précis de la vie d'une personne décédée. Si les parents ne sont donc qu'un fantôme du futur de leurs enfants, cela signifie pour Nolan qu'ils ressembleront à leurs parents, mais qu'il y a une considérable marge d'interprétation dans le flou du fantôme, l'espace dans lequel les enfants évoluent et grandissent. Et à mon sens, c'est absolument présent dans Interstellar. Cooper a eu 2 vies, une avec la NASA, l'autre en tant qu'agriculteur. Il exprime particulièrement cette dualité par sa vision de l'humanité dans la citation la plus célèbre du film. Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Son fils ne suivra pas exactement le même chemin que Cooper, mais deviendra agriculteur, représentant la seconde partie de la vie de son père, plus défaitiste, mais aussi la partie de l'humanité qui trouve sa place dans la Terre. Murph, au contraire, entrera dans la NASA, mais suivra également un chemin différent de son père, en devenant une scientifique et non une pilote. Contrairement à son frère qui a perdu espoir, elle continue à croire dans une solution pour sa famille et pour l'humanité. Si elle représente une part que l'humanité a perdue, celle qui regardait vers le ciel en se demandant quelle était sa place, il existe toutefois une différence entre Murph et son père dans la façon dont il regarde le monde. Cooper ayant eu la chance de connaître un monde qui continue à explorer et regarder vers les étoiles, il ne peut s'empêcher de toujours les regarder et languir l'espace qu'il n'a pu explorer. Son beau-père est touché par une nostalgie proche,
faisant plusieurs remarques relatives à son passé et notamment une époque où le baseball était intéressant, puisqu'il a vécu au début des années 2000, mais aussi aux inventions constantes que connaissait le monde à cette période. Et cette vision générale des générations précédentes peut même être étendue au professeur Brandt, qui est également tourné exclusivement vers l'espace. Au contraire de tous ces hommes, Murph regarde le monde différemment, et c'est cela qui lui permettra de résoudre l'équation de gravité. Cooper présente le fait de regarder vers la Terre comme négatif, et on comprend aisément pourquoi. Il est difficile de se mettre à sa place et de ne pas ressentir la même frustration. On espère pour l'humanité que nous ne subirons pas le même sort. Pourtant, c'est en regardant vers la poussière et la Terre que Murph va résoudre le problème de la gravité à la fin du film, en utilisant celle présente dans sa chambre, déposée dans une position précise par les actions de Cooper dans le trou noir. Elle réalise alors que la solution à l'équation de gravité était présente depuis le début, et que son père était bien le fantôme qu'elle pensait voir dans sa chambre. Alors qu'ils n'ont jamais été aussi éloignés, le lien entre les deux personnages semble n'avoir jamais été aussi fort, renvoyant à l'hypothèse d'Amelia, selon laquelle l'amour est la seule chose qui transcende le temps et l'espace avec la gravité. C'est littéralement l'amour de Cooper qui va interagir avec la gravité et lui permettre de transmettre son message. Ainsi, c'est en regardant à la fois vers les étoiles et vers la poussière et la Terre que l'humanité aura été sauvée. Au final, le message de Nolan ne doit pas être résumé à la puissance de l'amour. Il faut plutôt y voir que l'on peut conserver une approche objective avec la science, tout en ayant confiance dans nos qualités humaines et des choses plus abstraites qui nous ont permis de survivre pendant très longtemps et ont été justement créées pour assurer cette survie. On peut voir une certaine opposition avec les TARS qui peuvent, eux, être tout le temps objectifs, mais finissent par disparaître ou ne plus fonctionner sans l'intervention humaine. Le poème récité par le professeur Brandt à de multiples reprises représente clairement la même idéologie. Il faut parfois pousser et provoquer les choses pour qu'elles puissent se produire, quitte à chambouler l'ordre établi. Murphy est allé contre tous ses supérieurs et contre la volonté populaire qui souhaitait abandonner l'espace et à sauver l'humanité. L'idée n'est pas seulement que l'on peut survivre face aux situations les plus périlleuses, mais qu'il faut surtout conserver une mentalité prête à affronter ces difficultés, sinon on est condamné. Presque tout le monde autour de Cooper a abandonné, les profs, son beau-père, son fils. Au début du film, même la NASA a abandonné l'idée de sauver la Terre, même si elle cherche toujours à sauver l'humanité. Le professeur Brandt avait accepté cette fatalité en nommant le plan B Lazarus. The Lazarus missions. Well, that sounds cheerful. Lazarus came back from the dead. Sure, but he had to die in the first place. Pour survivre, il fallait d'abord que l'humanité disparaisse. Pourtant, et contrairement à ce que pensaient tous ceux qui lui permettaient de se maintenir, si la NASA n'avait pas continué ses travaux en secret, l'humanité ne serait pas parvenue à survivre en quittant la Terre, alors que dans son ensemble, elle y semblait résignée. Il y a à mon sens un lien à faire aujourd'hui avec l'éco-anxiété ou les mouvements décroissants qui nous considèrent condamnés et souhaitent que nous arrêtions le progrès technologique pour se concentrer sur des besoins plus basiques. Ces mouvements sont très certainement inclus dans la pensée de Cooper lorsqu'il évoque ceux qui s'inquiètent de notre place dans la poussière plutôt que de regarder vers le ciel. Et c'est à mon sens en partie là, dans ces idées d'évolution potentielle de chaque personne, que se trouve le fils caché de Cooper. Tom, le fils de Cooper, est plutôt présenté sous une mauvaise lumière tout le long du film, voire parfois carrément même comme l'antagoniste. Pourtant, je pense qu'il cherchait surtout à faire au mieux avec les cartes qu'on lui avait distribuées. Un père parti, un enfant décédé et un monde proche de l'extinction. Pour lui, son père les a abandonnés afin de survivre. C'est difficile à accepter car on est forcément du côté de Cooper et on a davantage d'informations, mais comment lui donner tort quand on sait qu'ils ont passé plusieurs décennies sans nouvelles ? Le film se concentre bien plus sur la relation entre Cooper et sa fille que sur celle qu'il a avec son fils, alors que la relation avec Tom semble tout aussi importante pour Cooper. Certainement pour créer un antagoniste dans la seconde partie du film, mais à mon avis, il y a un second élément à considérer qui utilise à nouveau le thème du changement de l'ordre établi. On va faire là une immense tangente en parlant de TARS, mais promis, ça vaut le coup. Cooper se montre au départ hostile envers les robots, et notamment TARS. Il se moque d'eux, menace de les transformer en aspirateurs ou leur demande de se sacrifier. Il dira même à Amelia
qu'elle n'a pas besoin de demander à un robot quoi que ce soit, sous-entendant à mon sens qu'ils doivent obéir. Il faudra attendre l'épreuve de la planète de Miller où tout le monde a dû agir de consort pour que sa position évolue. Et cette évolution se concrétise sur la planète de Mann, dans un détail qui a pourtant une immense portée. Cooper s'adresse à Tars en lui disant qu'il devrait ralentir, et en le surnommant Turbo. Hey, you better slow down, Turbo. Safety first, Case, remember. Safety first, Cooper. Si cela ne vous dit rien, voici un passage un peu plus tôt dans le film où celui à qui il dit la même chose avec le même surnom est son fils, Tom. Slow down, Turbo. Métaphoriquement, Tars est ainsi devenu un fils de Cooper, s'il n'a pas tout simplement remplacé Tom. Il l'accompagne partout, et lorsque Cooper prévient qu'il faudra abandonner Tars pour le laisser tomber dans le trou noir, il dit qu'ils n'ont pas à demander quoi que ce soit, mais il sait en réalité qu'il va l'accompagner. Et c'est une fois dans le Tesseract que Cooper inclut pour la première fois les robots dans l'espèce humaine, en répondant que si des gens comme Tars et Cooper n'ont pas les moyens de faire le Tesseract, une forme plus évoluée d'eux le peut. They're not beings. They're us. What I've been doing for Murph, they're doing for me. For all of us. Cooper, people couldn't build this. No, not yet. But one day. Not you and me, but a people. A civilization that's evolved past the 4 dimensions we know. Une fois sauvé et ramené dans le cylindre d'O'Neill, Cooper se mettra rapidement en tête de ramener à la vie Tars. S'il laisse une seconde fois sa famille seule, il n'a cette fois plus vraiment d'attachement à celle-ci car il ne connaît plus que sa fille, qui l'encourage cette fois à partir. Il emmènera toutefois Tars avec lui fonder une nouvelle famille sur la planète où se trouve Amelia. Et cela achève la boucle théorisée par cette dernière. L'amour aura franchi à plusieurs reprises les frontières du temps et de l'espace. Il leur aura d'abord permis de quitter la Terre grâce au lien entre Cooper et Murphy, de finir par trouver la bonne planète grâce au lien entre Amelia et Edmunds, d'atteindre celle-ci grâce au sacrifice de Cooper pour Amelia, et enfin, il leur aura permis d'être à nouveau réunis.